On apprend que le Mossad a manipulé les Américains pour qu'ils déclenchent cette guerre contre l'Iran en promettant qu'une petite aide rapide et ponctuelle allait permettre aux services secrets israéliens de faire tomber le régime iranien. Donc Washington est tombé dans le piège. Qu'on apprend près du Wall Street Journal aujourd'hui que le Mossad, le service des renseignements israélien, a convaincu le gouvernement, qui lui-même après a convaincu Donald Trump d'intervenir parce qu'il avait les possibilités, lui le Mossad, de provoquer un soulèvement en Iran, provoquant par exemple des émeutes ou d'autres actions de rébellion qui pourraient donc conduire à l'effondrement du régime iranien. Sauf que 3 semaines après, il ne se passe rien. Bon, déjà que ce soit clair, les États-Unis ne sont pas les victimes de cette histoire. Ils sont à l'origine de l'attaque. Peu importe les justifications avancées, peu importe les discours sécuritaires, peu importe les accusations contre l'Iran, ce sont eux qui ont lancé les frappes du 28 février aux côtés d'Israël. Ceux qui subissent les bombardements sont les Iraniens. Ce sont eux les victimes et les premières victimes et d'ailleurs les seules victimes de cette guerre. Et cette précision est essentielle parce que très rapidement, dans certains conflits, les récits commencent à se transformer, à devenir flous. Les victimes secondaires peuvent être les autres pays qui sont indirectement touchés ou les autres populations indirectement touchées, mais en aucun cas les États-Unis ou Israël. Abonnez-vous, likez et partagez, j'explique tout sur Penser le Monde. Selon une enquête publiée le 22 mars 2026 par le New York Times, le plan à l'origine de ce conflit repose sur une idée portée par le Mossad israélien et son directeur, David Barnea. L'objectif était de provoquer un effondrement interne du régime iranien. Le plan vraiment sur papier, il était très simple. Quand il a été présenté, quand il était pitché, tout le monde a applaudi dans la salle. L'idée, c'était de lancer des frappes massives pour éliminer la direction du pays, notamment le guide suprême et les très hauts responsables militaires. Ensuite, dans les jours qui allaient suivre, les opérations de renseignement et de manipulation de l'information devaient déclencher en fait des soulèvements populaires. Le Mossad, en coordination avec la CIA, devait activer ses réseaux, utiliser les psyops, les cyberopérations, contacter directement les officiers iraniens, diffuser des messages pour encourager les trahisons et pousser la population à descendre dans la rue. Vraiment, sur papier, c'était parfait. Et vous ne pouvez pas me dire qu'ils ne savaient pas que le système iranien fonctionnait en mosaïque. Donc, décapiter la tête n'allait pas faire bouger le régime. Ils le savaient. Ce sont des agents extrêmement bien renseignés. Mais malgré tout, ils l'ont fait. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont extrêmement sous-estimé l'Iran. On ne sait pas. Mais ils le savaient. Voilà, ça, c'est la réalité du terrain. Qu'encore une fois, les généraux israéliens et américains connaissaient. D'accord ? Cette guerre, elle a été faite pour des raisons politiques. Comme vous le savez aussi, pour des raisons, hélas, religieuses. Mais les généraux qui connaissent le terrain, ils sont au courant de ça. C'est pas moi qui leur apprends tout ce que je raconte. Là, les généraux, ils le savent déjà. C'est leur métier. Petit rappel, si vous voulez passer à un niveau supérieur, je vous présente Holacraft, notre plateforme de formation dédiée à 100% aux compétences numériques. Que vous vouliez maîtriser le dessin animé, le montage vidéo, faire du contenu sur YouTube, la programmation ou même la création de miniatures, tout est là. On ajoute de nouveaux modules constamment pour couvrir tous les sujets des métiers du digital. Il est possible de payer où que vous soyez dans le monde par mobile money, carte bancaire, Google Pay, Apple Pay et bien d'autres. Aucune barrière, vous pouvez commencer quand vous voulez. Et pour ceux qui veulent encore plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne secondaire Archives du Monde où j'explique des sujets différents que ce que vous trouvez ici. Tous les liens sont en description et en commentaire épinglé. Allez-y jeter un œil et maintenant, on reprend le sujet. Tout comme les services secrets américains et israéliens savaient d'autres choses, notamment sur les lancements de missiles, mais malgré tout n'ont pas particulièrement agi pour gérer ça. Donc, nous avons le Mossad, en coordination avec la CIA, qui devait activer ses réseaux une fois la frappe de décapitation effectuée, celle qui a tué Ali Khamenei, utiliser des psyops et j'en passe. Comme j'explique, l'idée, c'était de faire descendre les populations dans la rue. Il voulait faire une sorte de guerre hybride, militaire, plus psychologique, plus informationnelle. Et c'est ce plan qui a été présenté à Netanyahou, puis avait été utilisé par Netanyahou pour convaincre Donald Trump. Lors d'une réunion à la Maison Blanche en début février, Netanyahou présente cet argument. Et il dit, si on frappe fort et vite, le régime iranien peut tomber de l'intérieur. Trump adhère à cette vision. Il parle lui-même de changement de régime, de la possibilité de voir d'autres dirigeants prendre le pouvoir en Iran et leur laisser la porte ouverte aux ressources iraniennes. Et même dans son discours après les frappes du 28 février, il appelait un soulèvement populaire, si vous vous rappelez. C'est parce qu'il était encore dans cette logique. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Après l'offensive commune d'Israël et des États-Unis en Iran, Donald Trump appelle le peuple iranien à s'emparer du pouvoir. Le problème, c'est que ce plan reposait sur une hypothèse qui n'est jamais arrivée. Aucun soulèvement n'a eu lieu. Au contraire, le régime et le peuple iranien s'est resserré.
Les structures du pouvoir tiennent, les forces de sécurité contrôlent la situation et au lieu d'un effondrement, on a observé plutôt une consolidation interne. Cette erreur n'est pas nouvelle, elle rappelle exactement la logique utilisée dans d'autres conflits, notamment en Irak. L'idée est qu'une population va se soulever immédiatement après les frappes extérieures, qu'un régime va tomber rapidement sous pression, qu'une intervention militaire peut déclencher, un changement politique interne rapide. À chaque fois le même schéma et à chaque fois le même résultat. Et c'est pourquoi ces gars passent leur temps à sous-estimer leur adversaire. Ils se disent quoi? Que si eux, individuellement, genre américains et israéliens, détestent un gouvernement, celui de l'Iran en l'occurrence ici, ça veut dire que la population partage ce ressenti. Ce n'est pas un peu vivre dans un univers fantasmagorique, mais étrangement, c'est ce qui rend la situation actuelle encore plus intéressante. C'est que cette erreur était connue à l'avance, même avant le début de la guerre. Le National Intelligence Council américain avait publié une évaluation interne très claire. Ni les frappes limitées, ni une campagne prolongée ne sont susceptibles de provoquer un changement de régime en Iran. L'opposition est fragmentée, désorganisée, incapable de prendre le pouvoir. Le système politique iranien est conçu pour survivre à tout type de choc. C'est complètement faux de penser que 80% de la population iranienne est contre le système de la République islamique, contre l'ayatollah et qui veulent renverser le pouvoir. C'est complètement erroné. On est vraiment dans de la propagande. Comprendre que l'Iran est loin de la caricature qu'on en fait. C'est un pays qui produit énormément d'intellectuels, de chercheurs, d'ingénieurs dans les STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc vraiment le fer de lance de la recherche scientifique, de la production scientifique, c'est parmi les meilleurs au monde. Ils produisent à peu près 330 000 diplômés par an. Ah oui. C'est à peu près équivalent aux États-Unis, alors que les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants. Et l'Iran, c'est à peu près 90 millions d'habitants. À titre d'exemple, vraiment pour marquer, ils produisent plus de chercheurs, d'ingénieurs et de spécialistes sur la question mathématique et technologique, plus que l'Allemagne et la France réunis. La part de femmes qui étudient et qui sont diplômées dans l'ingénierie, dans la médecine et dans la recherche fondamentale en Iran est beaucoup plus importante qu'en France, qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis. Donc, au moment où la décision est prise, il existait déjà des analyses qui disaient que ce plan n'allait pas fonctionner. Et pourtant, le plan est quand même lancé. Pourquoi? Parce que, un autre récit a pris le dessus peut-être. Celui d'une victoire rapide, d'une opportunité historique, d'un effondrement possible, ou tout simplement, selon ma théorie, ils ont juste sous-estimé l'Iran. Ils ont profondément sous-estimé l'Iran parce que ces gens ont un mépris infini envers tout ce qui n'est pas eux. Quelques semaines après le début de la guerre, alors que le soulèvement promis n'a pas eu lieu, il y a une fuite qui apparaît dans les médias américains. Des responsables du renseignement américain et israélien parlent anonymement, bien évidemment. Ils expliquent que le plan du Mossad était trop optimiste, qu'il reposait sur une forme de scénario parfait, une projection plus qu'une réalité. Certains vont même plus loin en interne. Ils parlent d'une stratégie survendue, d'un scénario présenté comme probable, alors qu'il ne l'était pas. Et derrière cette fuite, il y a une bataille narrative. Côté américain, certains responsables cherchent à montrer qu'ils avaient des doutes, qu'ils n'ont pas été naïfs, qu'ils ont vu les limites du plan. D'autres disent qu'ils ont été manipulés. Côté israélien, la frustration monte, notamment chez Netanyahou, qui en privé reconnaît que le soulèvement attendu n'a pas eu lieu et que la guerre pourrait durer plus longtemps que prévu. Mais pendant que ces débats internes se multiplient, la réalité avance et surtout, elle commence déjà à produire des effets économiques majeurs. Le 20 mars 2026, l'administration Trump autorise temporairement la vente de pétrole iranien. Les États-Unis sont en train de bombarder l'Iran tout en permettant à l'Iran de vendre son pétrole. Cela représente potentiellement jusqu'à 14 milliards de dollars de recettes pour Téhéran. Autrement dit, pour stabiliser leur propre économie, les États-Unis injectent indirectement de l'argent dans l'économie de leurs adversaires, tellement ils ont été mauvais calculateurs sur le coup. Et côté iranien, la lecture est immédiate. Les responsables politiques parlent d'un recul américain sous pression. Ils présentent la décision comme une victoire stratégique, une preuve que les États-Unis sont contraints d'adapter leur position face aux conséquences de la guerre. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. On se retrouve une prochaine fois.